D'accord. Alors, merci pour cette invitation. C'est ma première fois au Japon, donc je suis très contente d'être parmi vous. Je vais vous parler. Closer. Ah, ok. Bon, alors on fait autrement. Comme ça va mieux? Ok, parfait. Donc, le cadre européen de référence pour les langues, développé dans les années 90 et publié sur papier en 2001, a été traduit en 40 langues et il est utilisé aux quatre coins de la planète dans l'enseignement et l'évaluation de plusieurs langues. Il est le deuxième document le plus consulté du Conseil de l'Europe après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a fait preuve maintenant de solidité dans son appareil conceptuel et de force novatrice dans sa vision de la didactique des langues. L'approche actionnelle que le CECR introduit et encourage représente un changement de paradigme dans la mesure où cette approche dépasse la vision linéaire d'une progression d'apprentissage axée sur des structures langagères ou une série prédéterminée de notions et fonctions et va vers des curricula qui se basent sur l'analyse des besoins, orientés vers des tâches proches de la vie réelle et construites sur une sélection ciblée de notions et fonctions. Cette force novatrice a favorisé une réflexion riche en didactique, aussi bien au niveau de la recherche que de la pratique. 20 ans après la création du CECR, le Conseil de l'Europe a décidé... Attendez, je mets le temps pour ne pas me tromper. Le Conseil de l'Europe a décidé de promouvoir un projet capable de bâtir sur les forces du CECR et d'aller encore plus loin pour prendre en compte les transformations sociales de nos sociétés qui sont toujours plus multiculturelles, comme on l'a vu aussi avec la collègue qui vient de parler, ainsi que les avancées dans la recherche en didactique de langue. Le produit de ce projet est le volume complémentaire du CECR qui fait l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Alors, je vais organiser ma communication autour de 4 points, plus des conclusions qui ouvrent sur une perspective future, compte tenu qu'il s'agit d'un ouvrage qui est paru il y a juste un an. Pour faire cela, il est nécessaire de revenir brièvement sur les aspects innovants du CECR qui ont été négligés, souvent en faveur d'une focalisation sur l'utilisation et parfois une mauvaise utilisation des niveaux du CECR en tant que standard de compétences, ce qui n'a jamais été le cas. Le CECR n'a jamais eu la prétention d'être cela. On passera ensuite à la notion de médiation qui était au cœur du travail qui aboutit au volume complémentaire et on expliquera la matière dont elle a été conceptualisée, la manière dont elle a été conceptualisée. Et enfin, je vous donnerai un très bref aperçu du projet ainsi que de la méthodologie de la recherche. On n'a pas le temps pour le voir en détail. Et je discuterai du potentiel d'innovation méthodologique du volume complémentaire et du tournant que l'intégration de la notion de médiation présente non seulement pour la didactique des langues étrangères et secondes, mais aussi à un niveau plus large pour faciliter l'intégration sociale des individus et les processus collaboratifs de construction de connaissances. Et les conclusions ouvriront une fenêtre sur les perspectives futures. Donc, on va commencer par faire brièvement le point sur les aspects innovants du CECR pour comprendre la nature du volume complémentaire et les raisons qui sont sous-jacentes. Cette diapo vous donne un aperçu de tout et on va les voir un par un. Donc, la grande nouveauté du CECR, les grandes nouveautés ont été représentées tout d'abord par la cohérence du curriculum, c'est-à-dire que il y a les niveaux et les échelles de descripteurs sont fonctionnels à l'attente même de cette cohérence, comme on le verra dans un moment. L'autre point important, c'était le passage des 4 compétences, ce en anglais on appelle le 4 skills, à 4 modes de communication, la réception, la production, l'interaction et la médiation, chacune se déclinant à l'écrit et à l'oral.
L'apprenant comme acteur social, c'est notre point clé du CECR, donc une nouvelle vision de l'apprenant. Les compétences plurilingues et pluriculturelles qui sont définies dans le CECR, et enfin l'introduction de l'approche actionnelle avec la notion de tâches proches de la vie réelle. Sur la cohérence du curriculum, alors le point clé du CECR n'était pas représenté par les simples niveaux de compétences, mais par la cohérence du curriculum, ce qu'en anglais on appelle la curriculum alignment. Tout se tient dans la classe de langue et le CECR donc aide à planifier, c'est-à-dire baliser un parcours avec des énoncés je peux, can do statement, enseigner à travers une approche actionnelle où la langue et activité, donc ensemble, et enfin évaluer à travers des tâches où ces descripteurs servent comme critères d'évaluation. Donc les descripteurs, finalement, représentent le fil rouge qui nous aide dans tout ce processus. Pour faire cela, alors, il faut avoir toujours à l'esprit les typologies de descripteurs qu'on trouve dans le cadre, qui sont de deux natures. Les descripteurs d'activité communicative, ceux pour se comprendre qui étaient dans l'ancien cadre européen au chapitre 4, qui sont utiles pour évaluer les tâches proches de la vie réelle et aident les apprenants et les enseignants à se focaliser sur une approche actionnelle. Et puis, les descripteurs, alors, les premiers sont les descripteurs d'activité communicative. Par exemple, on aurait des choses comme une discussion informelle à un niveau B1, discussion informelle entre amis. Et puis, les descripteurs d'aspect de la compétence, qui sont ceux qui étaient au chapitre 5 du CECR, qui concernent des compétences particulières et aident à prendre en compte la qualité de la langue. Et on aurait des choses comme correction sociolinguistique, étendue linguistique générale, aisance à l'oral, correction grammaticale. Alors, ces échelles sont complémentaires dans la mesure où les descripteurs des activités communicatives aident à définir ce que les apprenants doivent faire, ce qu'on attend d'eux et d'elles, et les descripteurs d'aspect de la compétence permettent vice-versa aux enseignants de moduler les attentes qualitatives, comme on attend, c'est-à-dire la manière dont on attend que les apprenants accomplissent une certaine tâche ou activité. Comme on le sait bien, en fait, toute activité peut être accomplie à différents niveaux et avec plus ou moins de quantité de langue. Pensez simplement aux courses que vous faites. Si vous allez au supermarché, elles vont être très silencieuses, allons dire. On n'a pas besoin de beaucoup de langue. Mais si on va chez un commerçant de proximité, on pourra échanger avec le commerçant, demander des conseils, etc., etc. Donc, ça va entraîner beaucoup plus de langue. Voici quelques descripteurs pour vous donner un peu l'aperçu de ce que je viens de dire. Et je suis sûre que cela vous fait comprendre parfaitement ce que je viens d'expliquer, parce qu'en jaune, on a un descripteur d'activité communicative, on voit ce que l'élève fait, et en vert, un descripteur de la compétence. J'ai mis le plus classique, la correction grammaticale, parce qu'on va vite ici et je voudrais être claire dans ce que je dis. Et ensuite, on rajoutait à ça les descripteurs de stratégie qui facilitent une attitude plus autonome et active dans l'utilisation et l'apprentissage de la langue. Donc, finalement, on a le quoi, le comment et les stratégies. Alors, une des nouveautés majeures du CECR, comme on a dit, c'est le dépassement des 4 skills, des 4 compétences. Parce que ces 4 skills relèvent d'une vision très linéaire de la langue et qui ne permet pas de saisir toutes les dynamiques d'interaction et de co-construction de sens. Il a dépassé ça pour aller vers 4 modes de communication qui se déclinent, comme je dis, chacun à l'oral et à l'écrit, avec les stratégies correspondantes. Donc, vous voyez, nos activités communicatives sont de réception, production, interaction et médiation, mais aussi les stratégies suivent. Donc, comme vous le voyez dans le schéma descriptif,
par ailleurs, il n'y a pas que les activités communicatives et les stratégies, il y a les compétences que je viens de vous dire. Il y a une colonne à ma gauche qui est, tout à la gauche, qui est celle des compétences générales, qui, elles, ne sont même pas linguistiques, mais sont des compétences d'ordre plus vaste. L'autre vision importante de nouveauté du CECR était l'idée d'acteur social, voir les apprenants comme acteurs sociaux qui, c'est-à-dire l'apprenant n'est pas quelqu'un qui se prépare à fonctionner dans une société, mais un individu qui fonctionne dans une société, qui agit déjà socialement dans la classe et ailleurs et qui co-construit du sens dans des tâches réelles, en s'engageant dans des activités communicatives, en s'appuyant sur les compétences et en employant des stratégies de communication. Et en retour, en faisant tout ça, cet acteur social développe des compétences générales qui comprennent aussi des compétences interculturelles et des compétences langagières communicatives qui ne sont pas que linguistique au sens strict du terme, mais linguistique au sens vaste, comprenant la pragmatique et les compétences sociolinguistiques. Donc, l'idée, c'est d'aller vers une analyse des besoins. Et là, juste pour rappel, c'est ce que je viens d'expliquer, tout à l'heure. Autre point clé, c'est ce que le collègue a évoqué en début de colloque, la différence entre multilinguisme et plurilinguisme. Alors, ce n'est pas la distinction entre multilinguisme, donc la coexistence des différentes langues au niveau social et individuel, et le plurilinguisme comme répertoire linguistique dynamique et évolutif d'un apprenant. C'est une distinction importante qui n'est pas une simple distinction terminologique, comme parfois, moi je travaille dans le monde anglo-saxon et on a parfois du mal à faire passer cette différence parce que plurilinguisme, c'est un terme qui dérive du français, pas de l'anglais. Donc, on a du mal à l'intégrer. Elle est aussi fonctionnelle, cette distinction, à deux visions opposées, dont l'une vise la pureté et l'autre ouvre à toute forme de métissage et de synergie qu'on peut avoir entre les langues. Et en fait, si vous regardez la définition de plurilinguisme du CECR, on y trouve tout un programme entier qui nous permet de saisir l'aspect dynamique de l'usage que l'on fait ou on peut faire des langues une fois qu'on se libère de l'idée de pureté, de parlant natif comme idéal et que l'on prend en compte la nature située de tout acte de parole. Alors, je ne vais pas vous lire la définition, mais ça montre un grand passage et une grande ouverture aux différentes langues, aux tout outils langagés qu'on pourrait avoir, y compris le paralinguistique. Alors, c'est une vision libératrice, finalement. C'est une vision qui dit que le déséquilibre, c'est pas mal, c'est positif. Cette vision libératrice accepte et valorise le déséquilibre en tant que modalité ordinaire et positive de l'action située et permet de décliner les différentes facettes des compétences plurilingues et pluriculturelles. Alors, c'est une compétence évolutive parce que ça peut être plus élevé dans une langue que dans les autres. Donc, on aurait un profil des compétences dans une langue qui est différent de celui des autres et qui change au fil de l'eau. Et pareil, un profil pluriculturel différent du profil plurilingue. On peut avoir. Puis, la compétence plurilingue n'est donc pas l'addition de plusieurs compétences monolingues. L'idée que c'est une compétence partielle, comme on a vu avec le chauffeur de bus que la collègue a évoqué, qui est fonctionnelle par rapport à l'objectif spécifique et limité dont le chauffeur de bus, par exemple, a besoin, qui peut évidemment s'étendre. Il s'agit de compétences non compartimentalisées, c'est-à-dire que la compétence communicative et l'expérience des langues contribuent toutes aux autres et les langues sont toujours interreliées et on développe un répertoire langagier dans lequel toute habilité langagère a une place.
Le dernier point de nouveauté du CECR, qui était peut-être dit de manière un peu plus timide que les autres, mais qui était là, c'était le passage du communicatif à l'actionnel. C'est symbolisé au centre de la diapo par un parcours balisé avec des stepping stones qui marquent les différents apports des deux approches et le passage de l'un à l'autre, non pas comme une rupture, mais plutôt comme le développement du deuxième, donc de l'approche actionnelle, sur des fondations fournies par l'approche communicative. Comme on peut le voir, l'approche communicative avait introduit des points importants comme l'utilisation du matériel authentique, le focus sur les fonctions communicatives, mais l'actionnel propose un cadre bien plus riche et dynamique, allant au-delà d'une méthodologie pour entrer dans une vision globale du curriculum. Alors, si tous ces aspects innovants étaient déjà là, c'est la partie de gauche de la diapo. Quels sont les apports du volume complémentaire finalement? Donc, le volume complémentaire, outre compléter, et comme le dit presque le mot, et mettre à jour le CECR, apporte des éléments essentiels qui permettent de rétablir l'équilibre en faveur de l'enseignement plutôt que de l'évaluation. Surtout, il permet d'éclaircir, de unpack, comme on dirait en anglais, la notion de médiation et ses implications pour l'innovation dans l'enseignement des langues. Regardons un moment plus de près cette notion. Revenons une seconde à notre schéma descriptif. Vous voyez, la médiation était déjà là dans le CECR, mais n'était que annoncé, évoqué, disons, et c'était une vision encore réduite de la médiation. Le volume complémentaire, donc en développant, en donnant toute sa force à cette notion, permet la transition vers une nouvelle vision de la didactique des langues. Par ailleurs, le CECR 2001 avait déjà marqué un gros passage, un grand pas en avant par rapport au modèle dominant. Le modèle dominant est dans le rectangle de gauche avec les 4 skills, l'idée de locuteur-auditeur, de code et de mobilisation de ressources. Le CECR avait déjà introduit l'interaction comme un mode de communication différent avec une négociation du sens entre deux participants et avait annoncé la médiation et l'idée d'acteur social sans pour autant les développer. Pas encore. Alors, en 2018, on a tout cela, mais on rajoute, on complète ce modèle et on développe le potentiel du schéma descriptif du CECR, c'est-à-dire l'usager et un apprenant est vu à part entière comme un acteur social et on rajoute dans notre code la complexité et on rajoute quelque chose qui est très important, la co-construction de sens dans la médiation. Donc, pour faire tout ça, il faut mobiliser des compétences générales et des compétences plurilingues et pluriculturelles. Quand on a dû développer notre travail sur la médiation, on est parti de quelque chose, on est parti de ce qu'on avait. Ce n'était pas énorme, je dois l'avouer, car on raisonnait encore surtout en termes de traduction, interprétation. Comme si, c'est la partie de gauche de la diapo, comme si la médiation n'était que transférer ce que nos collègues interprètes sont en train de faire, quelque chose de très important, mais ce n'est pas la seule médiation qui existe. C'est-à-dire ne pas exprimer leur pensée, mais traduire celle de nôtre. Et puis, il y avait par contre comme on évoquait quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand même ces activités de médiation font partie de la vie courante, ça se fait tout le temps, c'est pas que quelque chose qui est des spécialistes, interprètes et traducteurs. Et puis on avait un schéma assez intéressant qui a disparu dans la version 2001, qui était dans la version en ligne de 98, qui montrait bien l'imbriquement entre d'interaction qui relève de réception et production, et aussi la médiation qui relève finalement de tous les trois. Il faut négocier du sens, mais parfois c'est pas facile. Il faut le co-construire ce sens. Donc,
comme la réalité est bien plus complexe que ce qu'on a trouvé en partant de ce qu'on avait du CECR, il a fallu avancer dans la réflexion. Donc, cette notion de médiation n'est évidemment, comme vous le savez, une notion qui a été abordée par plusieurs disciplines et pendant des siècles. Donc, elle a fait l'objet d'études dans plusieurs sciences sociales et humaines à travers les époques. Elle a été vue à travers des lunettes différentes qui toutes ont révélé la richesse et la complexité de cette notion. Donc, diplomatie, philosophie, psychologie, éducation. On a eu vraiment plusieurs disciplines qui se sont penchées sur cette notion. Mais pour rester dans notre domaine spécifique, la médiation et les langues cultures, on a compris de plus en plus que individuel et collectif sont interdépendants. On ne peut pas séparer individuel et collectif. On a toujours plus compris que la langue est un processus qui se transforme tout le temps, plutôt qu'un objet d'étude à mettre sur un pédestal. Et on a compris aussi que la médiation culturelle ouvre des espaces complexes et dynamiques, donc enrichissants, très intéressants, mais complexes en même temps. Quand on a eu tout ça en face de nous, ce n'était pas évident. On a vu qu'il y avait beaucoup de recherches, beaucoup d'aspects de la médiation, de typologie de médiation. Donc, on a essayé de le résumer à quelque chose qui pouvait informer le travail de création des descripteurs, parce que finalement, il fallait faire quelque chose qui puisse être utilisé dans la classe et pas rester dans la théorie ou dans la recherche. Donc, tous ces aspects, toutes ces typologies de médiation nous ont aidés à développer notre modèle conceptuel de la médiation. Ce modèle s'articule sur l'interdépendance du cognitif et du relationnel, qui est en ligne avec une étude d'accompagnement au projet que nous avons fait, qui a été rédigée par Daniel Coste et Marisa Cavalli, que vous trouvez en ligne sur la médiation, et souligne la nature imbriquée de ces deux composantes qui sont l'une dans l'autre, qui sont, comme on l'a dit, ne sont pas séparées, et qui ont une colocation à l'intérieur d'un cadre qui prend en compte les aspects émotionnels aussi, tous les aspects, toute la personnalité. Mais le modèle capture aussi d'autres aspects qui relèvent toujours de la médiation, mais qui sont comme sembleraient un peu périphériques, mais en réalité l'enrichissent et l'étendent, et surtout qui permettent de situer les différentes échelles produites l'une par rapport à l'autre et le tout par rapport à la médiation stricto sensu. Comment on a traduit tout ça, tout ce modèle dans la pratique? Donc, le projet s'est développé à partir de 2013, mais après une première phase de mise à jour des échelles de 2001, y compris quelques précisions et corrections, y compris des fautes de traduction. C'est toujours difficile à propos de médiation d'avoir le bon mot, même si les traducteurs sont des professionnels. Mais le gros du développement du projet a eu lieu entre 2014 et 2016 et ensuite à travers la phase importante de consultation et pilotage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En grande synthèse, les différentes phases ont été développement, validation qualitative et validation quantitative. Comme vous voyez, les numéros en bleu sont combien de gens ont participé à la première, la deuxième, la troisième phase, sachant que cette équipe de 8 a été toujours aidée par des consultants externes, donc dans un groupe plus grand. Ce que je tiens à souligner, c'est le fait que normalement, les autres outils qui produisent des descripteurs s'arrêtent à la phase 1, développement. Et puis, ils passent développement par des experts avec plusieurs allers-retours sans validation avec les usagers finaux. Ils passent après directement à la consultation et au pilotage. Donc, pour revenir en arrière, ils font la phase 1, 2 et puis directement, ils passent
sans la validation. Nous avons au contraire fait des validations successives qui nous ont permis d'affiner la formulation, de réduire considérablement le nombre de descripteurs et en éliminant tout ce qui ne marchait pas, et en fin de compte à soigner la clarté et la qualité des descripteurs pour qu'ils puissent effectivement être utiles et, on espère, utilisés dans les classes. C'était notre but. Après plusieurs tentatives vraiment de catégorisation de notions aussi riches, nous sommes parvenus à articuler les différentes typologies de médiation en fusionnant les interprétations dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée qu'en médiation de la communication, c'est créer un espace, gérer des tensions. Donc, c'est ce que le counseling, résolution de conflits, guidage nous a appris. Médiation de concept, ça sert à l'acquisition des connaissances. C'est une médiation sociale et médiation individuelle à la fois. Et puis, médiation de texte, c'est celle qui est plus clair dans la tête des enseignants, c'est reformulation, alternance codique, passage de l'oral à l'écrit, changement de genre, combinaison de textes, modalités, et puis, bien sûr, les stratégies de médiation. Alors, ces catégories, vous les avez ici en bleu, et en dessous de chacune, vous avez tous les titres des échelles de descripteurs, que je ne vais pas vous lire parce que d'abord, on n'a pas le temps, et puis vous les avez toutes en ligne dans le volume complémentaire. Quand vous ouvrez le volume complémentaire, vous les avez organisés comme ça. Donc, vous avez une schématisation qui permet d'avoir une vue d'ensemble avant de se lancer dans la sélection des échelles et des descripteurs. Maintenant, on travaille à une présentation qui soit un peu plus user-friendly, parce que ce qu'on a maintenant, c'est un PDF. Donc, c'est déjà bien organisé, je trouve, mais c'est encore difficile en ayant tellement de descripteurs. Et l'idée, c'est d'avoir des menus qui permettraient de sélectionner le type d'échelle et les niveaux et composer donc son propre bouquet de descripteurs. Parce que c'est une difficulté, effectivement. Ça requiert du travail. Alors, l'idée de la médiation est soulignée dans le CESER qui arrive à travers les langues, les variétés, les registres, ou à l'intérieur d'une même langue, d'une même variété, d'un même registre. Ce n'est pas qu'on a médiation seulement quand on va d'une langue à l'autre. Je vous donne ici quelques exemples de descripteurs. Par exemple, si on lit le deuxième, médiation d'un texte, pour rester à ce qui est plus simple, peut transmettre en langue B des informations précises données dans des textes informatifs clairs, comme des prospectus, des rubriques, des brochures, des annonces, des lettres ou des courriels, écrits en langue A. On a mis langue B, langue A, pour éviter langue cible, langue source, parce que justement, ça peut être deux langues sources pour l'étudiant. Ce n'est pas forcément langue cible et langue source. Comme vous le voyez, donc, médiation d'un texte correspond déjà à ce qui se fait dans les classes, sauf qu'ici, la composante plurilingue est mise en avance, en évidence. Revenons un moment à notre modèle de la médiation. On avait dit qu'il y avait d'autres aspects qui étaient liés à la médiation. Donc, pour chacun, on a aussi développé des échelles. Donc, l'idée qu'on a une médiation à travers les langues et les cultures a donné compétences plurilingues et pluriculturelles. On a une médiation à travers les médias, interactions en ligne. On a une médiation à travers les mondes, les cultures, avec des descripteurs de la littérature. On en regarde quelques-uns. Exploiter un répertoire plurilingue, par exemple, peut faire appel au répertoire limité qu'il a dans différentes langues pour expliquer un problème ou pour demander de l'aide ou des clarifications. On est à un niveau plus bas, à 2, par rapport à ce que j'ai lu avant. Médiation à travers les médias. Pourquoi on avait besoin de ça? Parce que depuis, il y a des nouveaux besoins. Il y a une augmentation exponentielle d'interaction et collaboration en ligne multimodale. Donc, on a besoin de plus de redondance dans les messages, de vérifier que les messages ont été compris correctement, une capacité de reformuler pour aider la compréhension, de traiter les incompréhensions, les malentendus, gérer même les aspects émotionnels et une sensitivité interculturelle. Donc, on a
décliner l'interaction en ligne en deux typologies, conversation et discussion en ligne, et transaction et coopération axées sur des objectifs spécifiques. Regardons par exemple, la deuxième peut interagir en ligne avec un partenaire, un petit groupe travaillant sur un projet, à condition qu'il y ait des aides visuelles telles que des images, des statistiques ou des graphiques pour clarifier les notions plus complexes. Médiation à travers les mondes, donc celle de la littérature. Bon, la littérature implique elle aussi une médiation à travers des mondes, des cultures, de modes de pensée. Si on ne veut pas se limiter à l'analyse structurelle d'un texte littéraire, il faut le prendre en compte. Et entre parenthèses, la création des descripteurs pour l'appréciation de la littérature tient vraiment compte d'une demande forte des enseignants, qui ont toujours dit, mais nous, on doit enseigner ça et on voudrait le faire autrement. On le fait autrement. Donc, aidez-nous dans ce processus. Je vous lis seulement le premier. Peut suivre l'intrigue de récits, de romans simples, de bandes dessinées, si le scénario est clair et linéaire et rédigé dans une langue très quotidienne, un langage très quotidien, à condition de pouvoir utiliser un dictionnaire. Donc, on est à un niveau B1, donc on donne aussi une stratégie de ce type-là. Alors, finalement, je vous ai donné un aperçu du CECR volume complémentaire. Il y a bien plus que cela, y compris la refonte totale des descripteurs de la compétence phonologique pour éviter le risque de viser le parlant natif comme modèle. Et tous les descripteurs sur la langue des signes qui viennent d'être terminés. Voyons donc comment cet outil peut favoriser un meilleur enseignement et apprentissage des langues et une meilleure intégration sociale. On revient à notre idée, la force du CECR, qui est l'idée de cohérence du curriculum, prend maintenant de l'ampleur. En clarifiant bien le rôle de l'approche actionnelle et des tâches, on aide à situer l'importance de la transparence des objectifs et de l'évaluation, ainsi que le rôle fondamental d'une dimension stratégique de la part des enseignants, mais aussi des apprenants usagers qui jouent dans le processus d'apprentissage et de languaging, plurilanguaging, comme on dit en anglais, donc l'idée de la langue comme processus. Finalement, avec le volume complémentaire, il est plus facile pour les enseignants de suivre ces étapes dans leur travail, c'est-à-dire choisir les descripteurs, décider les niveaux, considérer le quoi, considérer le comment, considérer les stratégies, sans oublier les aspects de médiation qui permettent de prendre en compte la complexité de l'usage des langues et de leur apprentissage. Et tout ça est mis en pratique à travers des tâches actionnelles qui sont vraiment le vrai centre de l'action didactique. Donc, ils sont un outil fédérateur avec des objectifs définis et concrets et qui impliquent une activation de stratégie pour atteindre un but et qui permettent de relier enseignement et évaluation dès le début. Donc, ces apprenants qui sont des acteurs sociaux utilisent tous les moyens ils sont d'abord engagés dans des tâches proches de la vie réelle et font un travail double pour dégager et construire du sens. Ils le font seuls, mais ils ne sont pas tout seuls, ils sont toujours entre deux perspectives, individuelles et sociales. Juste deux commentaires du pilotage qu'on a eu, que j'ai laissé en anglais parce qu'ils étaient en anglais. Donc, the students were made more aware of how language can be used to collaborate, take turns, build a conversation, work towards a goal, et building upon each other's ideas. Alors, ce que les enseignants qui ont utilisé ont vraiment mis en valeur l'idée de la collaboration et de la construction sur les idées des autres. Conclusion de ma présentation. Alors, avec le volume complémentaire, on a clarifié des notions fondamentales du CECR. On a ajouté un texte explicatif. Non seulement on a ajouté un texte au début qui clarifie toutes les notions, mais on a ajouté un rational, un petit texte explicatif pour toutes les échelles, les nouvelles et les échelles existantes. Mise à jour les descripteurs, comme j'ai dit, ajouter les nouveaux descripteurs et
et on appelle les enseignants à un rôle très intéressant et nécessaire dans nos sociétés qui sont toujours plus multiculturelles, mais ce rôle est ambitieux et les nouveaux descripteurs se donnent donc pour but de soutenir les enseignants dans ce travail. Alors, les nouveaux descripteurs, donc, on ajoute des descripteurs sur plurilingue, pluriculturel, médiation, web, compétences phonologiques et stratégie et réflexion. On peut se dire que le CECR volume complémentaire, c'est un outil prometteur qui élargit la portée éducative de l'enseignement des langues et qui a un potentiel d'innovation. Donc, la médiation, comme on vient de le dire, est bien plus que passer de l'information et simplifier, élaborer, illustrer ou adapter, ou même que agir qu'intermédiaire. Le CECR, plus que jamais, voit la diversité comme une ressource et les profils dynamiques comme un potentiel d'innovation dans la classe et d'intégration dans la société au sens large. Et je vous remercie pour votre attention. ピカルド先生、ご講演ありがとうございました。メディアションを、仲介、媒介能力を中心とした、2018年の新しいCFRについての、紹介、ご講演となっていました。それでは、今のご講演について指定討論者の、モニカ・スミリズ先生の方からコメントあるいはご質問をいただきたいと思います。モニカ・スミリズ先生は広島国際大学ので英語の先生なんですけれども、ハンガリーの出身で、ハンガリーではフランス語の先生していたという、まさに復元語話者のお手本のような先生です。でピカルド先生も先ほど紹介を省きましたけれども、イタリアの出身でフランスの大学でも教鞭をとっておられて、でドイツ語でも論文書いておられて、非常にプルリリンガルな先生です。ではスミリズ先生の方から質問をなどいただきたいと思います。Merci beaucoup pour cette communication claire et complète du CECR et du volume complémentaire. J'aimerais vous poser beaucoup de questions. Alors, c'était très difficile d'en choisir seulement quelques-unes. Vous avez mentionné dans votre communication que le CECR a été mal compris et même mal utilisé par certaines personnes. Pourriez-vous nous dire ou nous donner des exemples de la façon dont il a été mal utilisé et surtout par quel groupe de personnes? Donc, oui, il a été parfois utilisé comme un simple outil de standardisation, d'évaluation tout d'abord, ou pire encore de standardisation. Ceci a été lié au fait que les premiers qui ont utilisé le CECR, c'était les institutions d'évaluateurs. Donc, il est évident que les institutions qui avaient des certifications à proposer, notamment des examens externes, n'étaient pas intéressées tellement au début à l'aspect pédagogique, mais plutôt à l'aspect évaluation et standardisé pour pouvoir dire mon examen correspond à l'autre, etc. Donc, il est un peu compréhensible que ça ait pris le devant. C'était aussi une association, ALTE, Association of Language Testers in Europe, qui regroupait les institutions de certification qui est assez forte, disons. Donc, il est évident que la première réception, si vous voulez, du cadre a été celle-là. Ensuite, les choses, heureusement, ont mûri. Mais il y a encore un malentendu sur l'idée qu'ils visent des standards. Juste pour vous donner un exemple, un collègue a présenté à Toronto une petite recherche faite en Thaïlande où les profs, quand on leur a dit qu'est-ce que ça veut dire CEFR, hein? C'est la version anglaise, Common European Framework of Reference. Ils ont dit Cambridge English and then something else. Alors, vous voyez bien qu'il y a des malentendus.
Hein? C'est pas Cambridge English, pas du tout. C'est cadre européen commun de référence. Avez-vous fait un effort conscient pour rectifier ces malentendus dans le volume complémentaire? Si oui, comment l'avez-vous fait? Alors oui, ça a été ce qui nous a inspiré vraiment pendant tout le processus. Revenir à l'idée que cadre européen commun de référence, c'était la première partie du titre. Apprendre, enseigner, évaluer, dans cet ordre était la deuxième partie. Apprendre, après enseigner, après évaluer. Non pas évaluer et puis basta. C'était apprendre, enseigner, évaluer. Donc, on a vraiment, quand on a travaillé sur la médiation, on a voulu se mettre dans une perspective d'enseignement-apprentissage, de montrer, c'est pour ça que j'ai utilisé la métaphore de l'iceberg, parce que le CECR est tout d'abord un outil d'innovation curriculaire et pédagogique. Et par ailleurs, le fait même qu'on développe des descripteurs sur la médiation et le plurilinguisme, ça dit beaucoup, non? C'est l'idée de vouloir donner un espace à quelque chose qui existe, qu'on sait que plusieurs enseignants font déjà en classe, où les spécialistes étudient, mais n'est pas forcément visible ou n'est pas forcément quelque chose dont les apprenants se rendent compte. Donc, l'idée de la médiation, c'est de travailler sur la médiation, c'est de la faire émerger, de la faire sortir de l'oubli dans le travail de classe et de la remettre bien dans le travail de classe. Selon vous, quels aspects du volume complémentaire sont susceptibles d'être mal compris de la même façon qu'on a déjà vu avec le CECR? Bon, en fait, je ne crois pas qu'il y ait un vrai risque que le volume complémentaire soit mal compris, parce qu'on a travaillé énormément sur la transparence, sur la facilité d'utilisation, sur écrire un texte bref, en langage non jargonnant, que tout le monde puisse comprendre. Donc, je suis assez optimiste de ce côté-là. S'il y a un risque, c'est plutôt de voir des dérives qu'on a vu dans l'interprétation qu'on a vue à propos du CECR. Donc, l'idée de position idéologique contre le CECR, ça donnera des positions idéologiques contre le volume complémentaire, parce que ce n'est qu'une complètement et une extension du CECR. Mais je dirais que les personnes qui travaillent vraiment dans le terrain sur la médiation et le plurilinguisme, et on en a eu plusieurs exemples, ont toutes eu une réaction très positive et nous ont dit qu'ils en avaient énormément besoin. Donc tout ça a vraiment aidé à mettre des mots sur des choses que soit ils faisaient déjà, soit ils avaient envie de faire mais ne savaient pas trop comment l'exprimer. Bon, et alors, une question très pratique. Les nouveaux aspects tels que la médiation, la compétence plurilingue, ont-ils déjà été incorporés dans quelques tests de langue? Si oui, comment? Et sinon, comment peut-on faire cela? Et en plus, ces compétences devraient-elles être évaluées dans le cadre des tests langues généraux comme par exemple les tests de Cambridge? Alors, je commence par la deuxième partie. Non, on n'a jamais pensé que la médiation va être évaluée comme les autres aspects. C'est à travers la médiation, on arrivera à mieux produire, on arrivera à mieux interagir, on arrivera à mieux comprendre, l'écrit, comprendre l'oral. Donc, la médiation n'est pas quelque chose per se en soi, c'est quelque chose qui nous aide. Le mot même le dit. L'idée de plurilinguisme, c'est aussi rajouter une dimension. Parce que comme on a dit, on peut avoir de la médiation à l'intérieur d'une même langue ou de variétés de langues. Mais encore faut-il qu'on se rende compte et qu'on puisse rajouter et aller à l'idée d'avoir plusieurs langues. Donc, c'est pas fait dans cet esprit-là. Par contre, dans des
des tests, des examens plutôt que des tests, des examens qui existent, qui ont été faits. On commence, et aussi que des manuels, on commence à voir entrer le plurilinguisme. Par exemple, le bac autrichien. Il y a un bac autrichien ou plurilingue où effectivement on utilise plusieurs langues pour arriver à... On demande à l'apprenant d'utiliser plusieurs langues justement pour produire dans la langue cible. La même chose arrive en Grèce où il y a un autre test où on peut utiliser des matériaux en grec et voire même potentiellement, pas encore, mais dans d'autres langues pour produire quelque chose. Donc vous voyez, c'est un tabou, hein, parce que normalement, on reste dans la même langue, parce que toute autre langue est une forme de contamination, à moins qu'on ne soit en train de faire des études d'interprète et de traducteur. Alors, il est évident qu'on passe d'une langue à l'autre. Mais pour tous les autres, l'idée était, on reste dans la langue cible. Je dis toujours qu'en général, c'était vu comme on entre dans la langue et on enlève, on retire toutes les langues qu'on a, comme si c'était, comme au Canada, on retire les souliers quand on entre dans une maison parce qu'il y a la neige dehors et on pourrait faire des dégâts dans la maison. Alors les langues d'origine, les langues qu'on a, seraient vues comme des chaussures sales qu'on ne peut pas emporter dans la salle de cours qui doit être strictement dans la langue cible. Ça, c'est encore une métaphore qui est très présente. Donc, je suis très contente qu'il y ait des tentatives déjà, à la fois dans les manuels et dans des examens au niveau national, de dépasser cette idée. Bon, merci beaucoup encore une fois pour la communication et vos réponses. Merci.